Il y a plus de 2000 ans, à une époque de chaos politique et de conflits territoriaux incessants, un petit manuscrit apparut dans la Chine antique. Il était court, concis, presque froid dans sa précision. Pourtant, au fil des siècles, il deviendrait l'un des textes stratégiques les plus étudiés de l'histoire. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom de l'art de la guerre. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un livre sur la violence, sur les armées, sur les formations de combat et les tactiques. Mais cette supposition manque une vérité plus profonde. La philosophie associée à Sun Tzu ne parle pas réellement de guerre. Elle parle de la nature humaine sous pression. Les historiens débattent encore pour savoir si Sun Tzu était un individu unique, un général militaire au service de l'État de Wu, ou peut-être une identité collective représentant plusieurs stratèges. Le mystère historique demeure irrésolu. Mais voici la partie fascinante, cela n'a pas d'importance. Car les stratégies sont jugées par leurs résultats, et non par la biographie de leur auteur. À l'époque où cette philosophie a émergé, la Chine était fragmentée en États rivaux. La survie dépendait de bien plus que de la force brute. Les armées étaient nombreuses. Les armes étaient mortelles. Mais c'est l'intelligence qui déterminait qui survivrait. Et de cette réalité brutale est née une idée révolutionnaire. La forme la plus élevée de victoire ne s'obtient pas par la destruction, mais par le contrôle. Le contrôle de quoi? Le contrôle de la perception. Le contrôle du timing. Le contrôle de l'élan. La plupart des conflits ne sont pas décidés par la force brute. Ils sont décidés par ce que les gens croient qu'il se passe. Les êtres humains ne réagissent pas à la réalité elle-même. Ils réagissent à leur interprétation de la réalité. Si quelqu'un croit que vous êtes fort, il agit avec prudence. S'il vous croit vulnérable, il devient agressif. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la psychologie. L'esprit humain recherche des schémas. Il prédit les résultats en se basant sur des signaux familiers. Une fois qu'il forme des attentes, il se détend dans ces attentes. Un stratège comprend cette tendance et l'utilise. Parfois, projeter de la force empêche totalement la confrontation. D'autres fois, paraître inoffensif abaisse les défenses. L'objectif n'est pas la tromperie pour la cruauté. L'objectif est de façonner l'environnement mental avant même que le conflit physique ne commence. Une ancienne histoire souvent racontée dans la tradition militaire chinoise illustre ce principe. Un commandant était encerclé dans une ville avec un petit nombre de soldats. L'armée ennemie le dépassait largement en nombre. L'évasion semblait impossible. Au lieu de préparer une résistance désespérée, il fit quelque chose d'inattendu. Il ordonna d'ouvrir les portes. Il s'assit calmement, bien en vue, jouant d'un instrument de musique au sommet des remparts. L'armée envahissante hésita. Pourquoi un général piégé se comporterait-il avec autant de sérénité? Ils soupçonnèrent une embuscade. La peur de l'invisible les força à se retirer. Aucune bataille n'eut lieu. La victoire fut obtenue sans qu'une seule flèche ne soit tirée. Que cette histoire soit littérale ou symbolique importe peu. Le principe demeure puissant, lorsque vous contrôlez le champ psychologique, vous réduisez le besoin de confrontation physique. Mais le conflit extérieur n'est qu'une couche. Le champ de bataille le plus profond existe en nous-mêmes. L'un des échecs stratégiques les plus sous-estimés est la mauvaise évaluation de soi. Les recherches modernes en sciences comportementales montrent régulièrement que les individus sous pression ont tendance à surestimer leurs forces et à sous-estimer leurs faiblesses. Ce déséquilibre conduit à des décisions impulsives, à des réactions émotionnelles et à l'effondrement stratégique. En d'autres termes, le plus grand adversaire est souvent intérieur.
Certaines personnalités sont facilement provoquées. L'orgueil peut déclencher des actions irréfléchies. D'autres hésitent excessivement, paralysés par la peur de faire le mauvais choix. Certaines sont trop compatissantes et vulnérables à la manipulation émotionnelle. D'autres sont rigides, incapables de s'adapter lorsque les circonstances changent. Le stratège discipliné étudie ses tendances d'abord en lui-même. Avant de chercher à comprendre un adversaire, il faut comprendre ses propres déclencheurs, angles morts et ambitions. La conscience de soi n'est pas de l'autocritique. C'est un calibrage. Dans les situations à fort enjeu, la clarté compte davantage que l'agressivité. Et voici une autre idée souvent négligée, la plupart des conflits ne concernent pas ce qu'ils semblent être en surface. Les disputes tournent rarement autour du problème affiché. Sous la surface se cachent des motivations plus profondes, le statut, la reconnaissance, la sécurité, l'influence, l'appartenance. Lorsque vous identifiez le moteur sous-jacent d'un comportement, des solutions apparaissent que la force seule ne pourrait jamais révéler. C'est pourquoi la philosophie associée à Sun Tzu demeure pertinente dans les conseils d'administration, les négociations, les marchés concurrentiels et les relations personnelles. Parce que la nature humaine n'a pas fondamentalement changé. La pression déforme encore la perception. L'ego obscurcit encore le jugement. La peur rétrécit encore la pensée. L'ancien stratège ne glorifiait pas la guerre. Dans de nombreuses interprétations, il considérait le combat direct comme un dernier recours, la preuve qu'une planification avait échoué plus tôt. Le véritable objectif était le positionnement. Positionner ses ressources. Positionner son esprit. Positionner la situation de sorte que le conflit se résolve de lui-même avant même de s'intensifier. Et cela mène à une prise de conscience inconfortable. La plupart des gens attendent que le conflit apparaisse avant de commencer à penser stratégiquement. À ce moment-là, il est souvent trop tard. La stratégie n'est pas réactive. Elle est préventive. C'est l'art de façonner les conditions de sorte que, lorsque la pression arrive, et elle arrive toujours, vous soyez déjà prêt. Mais la préparation seule ne suffit pas. Car même la personne la mieux préparée peut perdre le contrôle si elle ne comprend pas un facteur critique, la vitesse. Et comprendre la vitesse, non pas la précipitation, mais le timing stratégique, changera la façon dont vous abordez chaque défi de votre vie. Si le positionnement est le fondement silencieux de la stratégie, alors le timing en est le battement de cœur. Beaucoup de personnes confondent vitesse et imprudence. Elles pensent qu'agir rapidement signifie agir impulsivement. Mais la tradition stratégique plus profonde associée à Sun Tzu établit une distinction claire, il existe une différence entre la précipitation et l'accélération calculée. La précipitation est émotionnelle. La vitesse stratégique est préparée. Le cerveau humain fonctionne selon deux systèmes principaux. L'un est rapide, intuitif, automatique. L'autre est lent, analytique, délibéré. Sous pression, la plupart des individus soit réfléchissent trop et se figent, soit réagissent instinctivement et commettent des erreurs coûteuses. Le maître stratège entraîne les deux systèmes. La préparation se fait lentement. Observation, planification de scénarios, compréhension des schémas, c'est un travail réfléchi. Mais lorsque le moment décisif arrive, l'hésitation disparaît. L'action devient immédiate. Pourquoi est-ce important? Parce que dans tout environnement compétitif, qu'il s'agisse des affaires, d'une négociation ou d'un conflit personnel, celui qui contrôle le tempo contrôle souvent le résultat. Lorsque vous avancez plus vite que quelqu'un ne peut s'adapter, vous créez une surcharge psychologique. L'esprit peine à traiter plusieurs changements à la fois. Il cherche la stabilité. Il recherche un terrain familier. Si vous lui refusez cette stabilité,
vous obtenez un avantage. Il ne s'agit pas de chaos. Il s'agit d'un élan dirigé. L'élan est plus que la vitesse. C'est la vitesse avec une direction. Une fois que l'élan commence, il s'amplifie. Un petit avantage devient plus grand. Une légère hésitation chez votre adversaire ouvre un espace. Cet espace crée une opportunité. L'opportunité crée de la pression. La pression crée des erreurs. Et les erreurs redessinent tout le paysage. Mais la vitesse sans contexte est dangereuse. C'est pourquoi la stratégie ancienne accordait une attention immense à l'environnement, ce que l'on appelait souvent le terrain. Dans la vie moderne, le terrain n'est pas fait de montagnes ou de rivières. C'est le contexte. Un marché est un terrain. Un cadre social est un terrain. La culture interne d'une organisation est un terrain. Même une conversation possède son propre terrain. Différents environnements exigent différentes approches. Il existe des situations où les deux parties peuvent se déplacer librement au terrain ouvert. Dans ces cas, la compétition directe est risquée, car aucune des deux parties ne possède d'avantage structurel. Il existe des environnements où le premier mouvement crée une vulnérabilité et terrain d'obstacle. Agir trop tôt peut exposer des faiblesses. Il existe des situations étroites où le positionnement compte plus que la taille, comme une niche hautement spécialisée dans les affaires ou un sujet sensible en négociation. Dans ces cas, la clarté du placement l'emporte sur les ressources brutes. Il existe des terrains escarpés et des déséquilibres de pouvoir. Une partie opère depuis une position dominante, socialement, financièrement ou politiquement. Les défier directement peut être imprudent à moins de créer un levier ailleurs. Et il existe des terrains lointains, des conflits qui coûtent plus d'énergie qu'ils ne rapportent de valeur. Parfois, le désengagement est la stratégie la plus intelligente. La leçon essentielle est simple, mais rarement appliquée. N'imposez pas votre méthode préférée à chaque situation. Adaptez-vous au terrain. De nombreux échecs surviennent non pas parce qu'une personne manque de talent ou d'intelligence, mais parce qu'elle applique la mauvaise stratégie au mauvais contexte. Un communicateur brillant peut échouer dans une bureaucratie rigide. Un compétiteur agressif peut s'effondrer dans une alliance coopérative. Un planificateur prudent peut manquer une opportunité dans un environnement en évolution rapide. La flexibilité devient une force. Il existe une métaphore souvent utilisée dans la philosophie orientale, l'eau. L'eau ne brise pas la roche par la force. Elle s'adapte. Elle contourne les obstacles. Elle change de forme liquide, vapeur, glace, mais sa direction reste cohérente. La flexibilité stratégique fonctionne de la même manière. Cela ne signifie pas manquer de principes. Cela signifie préserver les objectifs tout en ajustant les méthodes. Cependant, l'adaptabilité est psychologiquement inconfortable. Le cerveau humain préfère la routine. La prévisibilité procure un sentiment de sécurité. Même une stratégie familière mais imparfaite semble plus rassurante qu'une alternative incertaine mais supérieure. Les études en psychologie comportementale montrent qu'un faible pourcentage de personnes seulement maintient son efficacité lorsqu'il doit ajuster fréquemment son approche. La plupart résistent au changement jusqu'à ce que le changement devienne inévitable. À ce moment-là, elles réagissent ou elles ne dirigent plus. Le stratège observe les signaux précoces. Le changement arrive rarement sans avertissement. Les schémas émergent. Les tendances évoluent subtilement avant de devenir évidentes. Si vous vous entraînez à détecter ces signaux tôt, vous vous repositionnez avant que les autres ne réalisent que ce repositionnement est nécessaire. Cela crée une asymétrie. Pendant que les autres s'efforcent de s'adapter, vous êtes déjà stable dans la phase suivante. Mais l'adaptabilité seule est insuffisante sans alignement interne.
L'une des forces les plus déstabilisantes dans les situations de forte pression est le leadership divisé, que ce soit au sein d'une organisation ou en soi-même. À l'extérieur, la confusion concernant l'autorité détruit la clarté. Lorsque plusieurs voix rivalisent pour le contrôle sans structure claire, l'élan s'effondre. À l'intérieur, le même principe s'applique. Lorsque la peur dit une chose, que l'orgueil en dit une autre, et que la logique en dit une troisième, la paralysie apparaît. L'unité de direction est essentielle. Cela ne nécessite pas une rigidité autoritaire. En réalité, un contrôle excessif étouffe l'initiative. L'équilibre réside dans une intention claire combinée à une exécution flexible. En psychologie organisationnelle, les recherches montrent constamment que les équipes performent le mieux lorsque le leadership définit le but et les principes, tout en permettant des décisions locales à l'intérieur de ce cadre. Dans la stratégie personnelle, cela se traduit par quelque chose de puissant. Définissez clairement votre objectif. Définissez clairement vos valeurs. Puis autorisez des ajustements tactiques sans perdre la direction. Sans clarté d'intention, la flexibilité devient incohérence. Sans flexibilité, la clarté devient rigidité. L'équilibre entre ces forces détermine la résilience sous pression. Et nous approchons maintenant de quelque chose d'encore plus subtil. La plupart des gens pensent que le pouvoir consiste à forcer les résultats. Mais la force génère la résistance. La résistance génère l'escalade. L'escalade épuise l'énergie. Il existe une forme d'influence plus silencieuse, façonner les circonstances de sorte que le résultat que vous désirez devienne le choix le plus logique pour les autres. Au lieu de pousser, vous organisez. Au lieu de confronter directement, vous repositionnez les variables. Au lieu d'écraser, vous redirigez. Lorsqu'une personne croit qu'une action lui est bénéfique, elle agit volontairement. Lorsqu'elle se sent contrainte, elle résiste même contre ses propres intérêts. La véritable influence stratégique opère de manière invisible. Elle modifie les incitations. Elle transforme la perception. Elle ajuste le timing. Et souvent, les victoires les plus puissantes ne laissent aucune trace évidente de conflit. Pourtant, même cela n'est pas la couche la plus profonde. Car la stratégie dépend en fin de compte d'un élément final, la capacité à maintenir la clarté lorsque les émotions s'intensifient et que les enjeux augmentent. La plupart des gens comprennent les principes intellectuellement. Très peu peuvent les appliquer de manière constante lorsque la peur, l'ego ou l'urgence déforment leurs pensées. Et maîtriser ce champ de bataille intérieur est là où commence la véritable transformation. Il existe une raison pour laquelle la pensée stratégique s'effondre sous pression. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque d'information. C'est une interférence émotionnelle. Lorsque les enjeux augmentent, le système nerveux humain bascule en mode survie. Le rythme cardiaque s'accélère. L'attention se rétrécit. Le cerveau privilégie la détection immédiate des menaces plutôt que le calcul à long terme. Dans cet état, même l'individu le mieux préparé peut abandonner sa discipline. La philosophie attribuée à Sun Tzu avait reconnu cela bien avant que les neurosciences ne puissent le mesurer. La clarté est un pouvoir. Dans les moments de tension, la plupart des gens deviennent soit agressifs, soit défensifs. Très peu restent observateurs. Pourtant, l'observation sous pression est le fondement d'une prise de décision supérieure. Les études modernes sur la négociation montrent que les négociateurs les plus efficaces sont rarement les plus bruyants ou les plus confrontants. Ce sont ceux qui restent suffisamment composés pour comprendre le paysage émotionnel de la situation. Car sous chaque conflit visible se cache une structure invisible. En surface, deux parties se disputent le prix, l'autorité, le territoire ou la reconnaissance. Sous la surface,
des motivations plus profondes opèrent la peur de la perte, le désir de respect, le besoin de sécurité, l'anxiété liée au statut. Si vous réagissez uniquement aux arguments de surface, vous entrez dans une friction sans fin. Si vous identifiez le moteur profond, vous transformez toute la dynamique. C'est pourquoi la forme la plus élevée d'influence stratégique semble souvent invisible. Il existe une idée parfois décrite comme « une victoire qui ne ressemble pas à une victoire ». Cela signifie atteindre votre objectif avec tant de subtilité que l'autre partie ne se sent pas vaincue. Elle a l'impression que le résultat est apparu naturellement. Considérez la manière dont les opinions évoluent avec le temps. Rarement quelqu'un change-t-il d'avis parce qu'il a été écrasé de force dans un débat. Le plus souvent, son environnement change progressivement. De nouvelles informations sont introduites au bon moment. Les alternatives sont présentées de manière attrayante. La résistance diminue lentement. Finalement, la nouvelle position semble avoir été choisie librement. C'est l'élégance stratégique. La force recherche la conformité. La stratégie recherche l'alignement. Lorsque vous forcez la conformité, vous créez un ressentiment caché. Lorsque vous cultivez l'alignement, vous créez de la stabilité. Ce principe dépasse la négociation. Il s'applique au leadership, aux relations et même à la transformation personnelle. Si vous tentez de vous forcer au changement par la seule volonté, vous créez souvent une rébellion intérieure. Mais si vous redessinez votre environnement, vos habitudes, vos incitations, votre structure quotidienne, le changement devient naturel. C'est l'interprétation plus profonde de la maîtrise stratégique, façonner les conditions plutôt que combattre les résultats. À travers l'histoire, l'art de la guerre a été étudié non seulement par des généraux, mais aussi par des dirigeants d'entreprises, des athlètes et des leaders politiques. Non pas parce qu'ils prévoient de faire la guerre, mais parce que la compétition existe sous de nombreuses formes. Les marchés rivalisent. Les idées rivalisent. Les réputations rivalisent. Même différentes versions de vous-même rivalisent, la version disciplinée contre la version distraite, la version courageuse contre la version craintive. Le champ de bataille final est la cohérence intérieure. Vous pouvez comprendre le positionnement. Vous pouvez comprendre le timing. Vous pouvez comprendre la flexibilité. Mais si vous ne pouvez pas maintenir votre stabilité mentale lorsque vous êtes mis au défi, toute connaissance se dissout. Les recherches en psychologie de la performance montrent constamment qu'un faible pourcentage d'individus seulement peut appliquer efficacement les principes stratégiques lorsque les émotions sont intenses. Le facteur déterminant n'est pas le QI. C'est la régulation émotionnelle. Le calme n'est pas la passivité. Le calme est la clarté sans distorsion. Lorsque vous restez calme, vous voyez des options que les autres manquent. Lorsque vous restez calme, vous détectez la faiblesse sans devenir arrogant. Lorsque vous restez calme, vous évitez de réagir aux provocations. La provocation est l'un des outils tactiques les plus anciens qui existent. Touchez l'ego de quelqu'un, et il abandonne sa stratégie. Touchez la peur de quelqu'un, et il se retire prématurément. Touchez son orgueil, et il se surexpose. La stabilité émotionnelle prive votre adversaire d'un levier facile. Mais cela exige la connaissance de soi. Vous devez savoir ce qui vous provoque. Vous devez savoir ce qui vous tente. Vous devez savoir ce qui vous aveugle. La connaissance de soi est inconfortable parce qu'elle révèle des limites. Pourtant, sans elle, toute stratégie externe reste incomplète. Il existe une prise de conscience puissante cachée sous tous ces principes. Le conflit n'est pas l'état par défaut d'une interaction intelligente. La plupart des batailles destructrices surviennent parce que les deux parties interprètent mal les signaux, jugent mal les intentions ou réagissent trop rapidement.
Lorsque la clarté remplace les suppositions, de nombreux conflits se dissolvent avant même de s'intensifier. Et parfois, la décision la plus stratégique est le désengagement. Chaque confrontation ne mérite pas votre énergie. Chaque défi n'exige pas une réponse. Certains terrains coûtent plus cher à occuper qu'ils ne rapportent. S'éloigner n'est pas une faiblesse lorsqu'il s'agit de préserver sa position pour un objectif plus important. En fin de compte, les enseignements souvent attribués à Sun Tzu ne sont pas des instructions de domination. Ce sont des instructions d'attention consciente. Conscience du contexte. Conscience du timing. Conscience de la psychologie humaine. Conscience de soi. L'individu qui maîtrise ces niveaux ne se précipite pas dans chaque confrontation. Il évalue. Il ne réagit pas émotionnellement à chaque provocation. Il observe. Il ne poursuit pas chaque victoire visible. Il privilégie celles qui ont du sens. Et peut-être la leçon la plus profonde est celle-ci. Votre plus grand adversaire a rarement été une autre personne. C'était la version impulsive de vous-même. La version craintive de vous-même. La version impatiente de vous-même. Même différentes versions de vous-même rivalisent, la version disciplinée contre la version distraite, la version courageuse contre la version craintive. Le champ de bataille final est la cohérence intérieure. Vous pouvez comprendre le positionnement. Vous pouvez comprendre le timing. Vous pouvez comprendre la flexibilité. Mais si vous ne pouvez pas maintenir votre stabilité mentale lorsque vous êtes mis au défi, toute connaissance se dissout. Les recherches en psychologie de la performance montrent constamment qu'un faible pourcentage d'individus seulement peut appliquer efficacement les principes stratégiques lorsque les émotions sont intenses. Le facteur déterminant n'est pas le QI. C'est la régulation émotionnelle.